Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Clémence, je suis chargée de mission au pôle élevage de l'ITAB, arrivée depuis 1 an. Et donc, je travaille sur les problématiques en lien avec l'alimentation des monogastriques. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, et donc Florence Maupertuis, donc de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, on va vous parler des résultats du projet Valorage. C'est donc dont on a déjà commencé à parler David. Donc c'est un projet CASDAR qui est en cours depuis bientôt 3 ans, depuis plus de 3 ans, et dans lequel on a étudié justement sur ferme l'intérêt de distribuer des fourrages frais et conservés aux porcs. Et donc on a vraiment travaillé sur la conduite de ces distributions et sur la gestion à l'échelle de la ferme de ces distributions. Donc, comme l'a déjà précisé David, c'est une obligation réglementaire, c'est-à-dire que depuis 2021, avec l'évolution de la réglementation, il est obligatoire d'apporter des fourrages frais, grossiers, frais, secs ou ensilés dans l'alimentation des porcs bio. Et donc, tout l'enjeu du projet Valorage était de voir comment cette obligation réglementaire pouvait se convertir en pratique d'intérêt pour les éleveurs. Donc, dans le cadre du projet, on a mené différents essais sur des porcs charcutiers, donc dans différents contextes d'élevage. On a mené un essai sur le pâturage des porcs sur la ferme de Karl Scherd, qui est ici présent en Maine-et-Loire, où on a donc testé le pâturage tournant sur une prairie multi-espèces. Et on a également mené des essais sur la distribution d'enrubanage. Différents types d'enrubanage ont été distribués sur différentes fermes. Donc, on a fait un essai cette année chez Karl, 2 essais également ont été menés, un dans le Cher chez Nicolas et Jean-Jacques Pralon et un chez Maxime Botua dans le Morbihan, suivi par la Chambre d'agriculture de la Bretagne. Du coup, là, on va vous présenter en fait les résultats. L'idée, c'est vraiment d'être assez synthétique sur les grands enseignements qu'on a tirés des essais qu'on a menés. Et donc, je vais commencer par vous parler des enseignements quant à la production végétale et Florence vous parlera plus des résultats sur les performances des porcs. Et donc, je vais commencer par vous parler de l'utilisation, du pâturage des porcs charcutiers. Donc, chez Karl, on a implanté en 2021 sous couvert d'avoine de printemps une prairie multi-espèces donc diversifiée qui était composée à 32% de graminées, donc principalement de la fétuque, mais également du raisin et de la fléole, 40% de luzerne, 15% de trèfle violet et blanc, 5% de lotier, donc une grande part de légumineuses. Et on a ajouté également 3% de chicorée et 3% de plantain, qui étaient des espèces qui étaient ressorties comme intéressantes dans le cadre du projet Secalibio, si je ne me trompe pas. Et donc, la prairie a été semée. Il y a une différence entre ce qui a été semé et ce qui a réellement poussé, comme c'est souvent le cas. Donc, dans la pratique, le lotier, par exemple, n'a pas du tout poussé et on a eu assez peu de sorties également des différents trèfles, avec quand même une dominance assez importante des graminées. Donc, quant aux préférences des porcs au pâturage, donc là, vous avez 2 photos. Ah, je suis trop près. Ah, pardon. Donc, vous avez à gauche la photo donc de la prairie à l'entrée des porcs et à gauche à la sortie avec un diagramme qui présente la constitution des mélanges. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une consommation préférentielle des légumineuses et de la chicorée par rapport aux graminées. Donc, avec une sélection vraiment des espèces qu'ils préféraient. Et on a également un impact de la teneur en fibres des différentes espèces, c'est-à-dire que les graminées, quand elles sont sur des stades plus avancés, sont plus fibreuses et vont être encore moins consommées par les porcs. Et si ce que j'ai pas dit, c'est que du coup l'évolution aussi de la prairie qu'on voit depuis 2021 avec cette sélection préférentielle des espèces appétantes conduit à une évolution de la prairie vers une part de graminées qui est particulièrement importante. Et donc, on a actuellement une prairie qui est beaucoup moins riche en espèces diversifiées, donc en luzerne, en chicorée et en plantain, du fait de cette pression importante des porcs. Concernant le pâturage tournant dynamique, donc là, c'est le dispositif qu'on a mis en place. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y avait, donc chez Karl, c'est un système agroforestier, c'est-à-dire qu'il y a la prairie est en bandes et séparée par des bandes d'arbres ici. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place différents paddocks dont la surface a été définie au vu du chargement de porcs. Donc là, on a 35 porcs qui étaient en essai. Je crois qu'on a 375 mètres carrés pour les 35 porcs. Et donc l'idée, c'était de les rentrer en fait et de les changer chaque semaine de paddock en paddock
en gérant en fait la hauteur des végétales à l'entrée des ports. Donc ce qu'on voit, c'est que le pâturage tournant dynamique, il a permis de conserver un couvert qui était globalement appétant et nutritionnellement intéressant pour les porcs charcutiers, et de conserver surtout des sols en état. On sait que les porcs ont un comportement assez destructeur envers parfois le pâturage, enfin les prairies. Et là, ce que vous voyez, donc c'est la photo de la prairie après 2 pâturages, et on voit que avec cette gestion, en tournant assez fréquemment les porcs entre les paddocks, on a vraiment permis de conserver une prairie en état. Sachant que je vous ai pas précisé, mais du coup, l'essai a été suivi plutôt, commencé en avril jusqu'en août globalement. Donc on était aussi on n'était pas en automne, sur une période très humide, et c'était en 2022, donc une saison assez sèche. Une année assez sèche. Mais donc le pâturage tournant dynamique, c'est intéressant, mais il nécessite en fait, pour que ça se passe bien, un suivi rigoureux et des interventions aussi régulières, notamment pour gérer en fait le couvert. Comme je vous l'ai dit, plus la teneur en fibres, on va dire, de la prairie sera importante, donc plus les graminées vont être sur des stades avancés, plus les porcs vont trier et vont en fait gâcher, on va dire, et il va y avoir du refus assez important. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de broyer et récolter avant montaison et épiaison des graminées. Et en fait, surtout, cette pratique-là permet aussi de récolter du fourrage qui sera par la suite valorisable, notamment par exemple en enrubanage. Voilà pour la partie sur le pâturage. Et maintenant, je vais vous parler donc plus précisément des essais sur l'enrubanage. Comme je vous l'ai dit, on a testé différents enrubanages. Donc un enrubanage de mélange Serre-Pro avec avoine, triticale, poire et gras et trèfle, et 2 enrubanages qui étaient plutôt du coup fourragés avec donc un mélange de prairie ou de la luzerne. Et donc en fait, ce qu'on voit dans les différents essais sur les différentes fermes, c'est que la composition, et puis c'est aussi ce qu'a présenté David, la composition du fourrage impacte l'appétence et la digestibilité par les porcins. Et globalement, ce qui est hyper important, c'est la qualité du fourrage distribué, que ce soit pour la récolte comme pour la conservation. C'est essentiel d'avoir de bien gérer ces parties-là. L'utilisation des fourrages, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup connu par les éleveurs de porcs, sauf des fois quand on a des élevages mixtes avec des ruminants. Mais en fait, la récolte doit aussi être gérée avec les spécificités du porc, c'est-à-dire que on l'a vu, l'idée c'est d'avoir des espèces assez jeunes, donc on va peut-être être sur des récoltes qui sont vraiment précoces, une gestion en fait de l'enrubanage qui est différente de ce qu'on fait usuellement en ruminant, et qui doit être aussi réfléchie pour correspondre davantage aux besoins des porcs. Et sur la conservation, essentiel, on a parlé de la fermentation. Donc en enrubanage, c'est de la fermentation anaérobie puisqu'on est en système sans oxygène, mais donc il est aussi très important en fait de bien conserver les bottes, donc de faire attention qu'il n'y ait pas de trous pour éviter qu'il y ait de la moisissure qui se développe et qui va altérer la qualité et l'appétence du fourrage. Concernant la distribution de l'enrubanage, on a testé il y a différents types de distribution qui ont été testés dans les élevages, et qui est différents aussi types de râteliers. Donc chez Karl, par exemple, on était sur une distribution qui était quotidienne, avec un petit râtelier sur la barrière qui permettait de mettre 50 kg d'enrubanage. Quand sur les autres élevages, donc chez Maxime, on a testé 2 types de râteliers. Donc là, un râtelier qui est dans la case, et là un râtelier sur le mur, avec une distribution donc en botte entière cette fois-ci, sur en général une distribution 1 fois par semaine jusqu'à 10 jours selon la consommation par les porcs de la botte. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que quand même, en lien justement avec cette distribution, les types de râteliers qu'on trouve, une distribution plus fréquente et en petite quantité est favorable et préférable qu'une distribution moins fréquente en botte entière, notamment parce que le fourrage reste plus frais et qui sera plus facilement, le porc va plus facilement réussir à tirer l'enrubanage pour le consommer. Ok, donc du coup maintenant on va passer aux effets donc sur les animaux. Donc là on vous a résumé dans ce petit tableau les conduites alimentaires qu'on a testées dans les élevages. Donc chez Karl, on a suivi donc une bande de pâturage comme là on a parlé Clémence, et puis une bande de distribution d'enrubanage. On était sur des lots de 30 porcs pour le lot témoin et le lot essai. Donc dans chacun des essais, à chaque fois on avait un lot témoin sans fourrage par rapport au lot avec fourrage. Et on a travaillé plutôt sur des porcs qui pesaient entre 55 et 65 kilos au début de l'essai, donc plutôt sur la phase finition.
On avait fait le choix là de faire un rationnement alimentaire assez sévère. Du coup, donc on était à une restriction de moins 15% par rapport à la ration habituelle en pâturage et moins 20% pour les sets de distribution d'enrubanage. On va voir que les conduites, du coup, les choix des éleveurs peuvent être différents, hein, parce que chez Nicolas et Jean-Jacques Pralon dans le Cher, là l'idée c'était plutôt de commencer assez tôt, donc dès des ports de 25-30 kilos de pois vifs, dès l'entrée en engraissement, avec des niveaux de rationnement moindres, donc plutôt 5% en croissance et 10% en finition par rapport au lot témoin. Et puis chez Maxime, dans le Morbihan, on était sur un poids de début d'essai un peu intermédiaire, donc autour de 45 kilos de pois vifs. Et là, pour le coup, l'objectif de l'éleveur, c'était vraiment de pas dégrader ses performances techniques. Donc, on est allé très prudemment sur un rationnement progressif et assez faible, donc de moins 2% en croissance jusqu'à moins 6% en finition. Donc, en termes de performance, là, tous les résultats que je vais vous donner, ils sont communs aux essais pâturage et ensilage, en rubanage. En fait, l'idée, c'est vraiment de sortir les grands résultats, les grands enseignements. Donc, il y a des résultats qui sont communs à tous nos essais. David en a un petit peu parlé déjà. Donc, premier résultat, l'effet sur le bien-être animal et sur le comportement des porcs, qui est flagrant, donc avec des porcs très calmes, malgré des rationnements alimentaires des fois assez importants. Hein. Donc, on aurait pu s'attendre à des comportements d'agressivité, de compétition accrue. Pas du tout. Donc là, on a vraiment l'effet d'enrichissement du milieu grâce à la distribution de fourrage ou le pâturage. L'autre résultat commun, c'est bien sûr l'économie d'aliments concentrés, puisque les conduites alimentaires ont été construites comme ça, donc en économisant de l'aliment concentré, en faisant un rationnement alimentaire. Donc ça permet d'améliorer le coût alimentaire hors coût fourrage. Et puis on a aussi des carcasses qui sont moins grasses, puisque comme on rationne les animaux, et ben du coup assez logiquement, voilà, on a une amélioration du taux de muscle des carcasses et donc du prix payé. Donc ça c'est vraiment, alors c'est plus ou moins marqué selon les niveaux de rationnement alimentaire, mais c'est vraiment commun à l'ensemble des essais. On a aussi par contre des choses qui peuvent être assez différentes selon nos conduites. Donc l'impact sur la vitesse de croissance, il va être évidemment variable selon l'intensité du rationnement alimentaire et selon l'âge des animaux qui reçoivent le fourrage. Donc de façon assez logique, hein, plus le rationnement alimentaire va être intense et plus la vitesse de croissance va être impactée à la baisse. Donc là, il faut bien se dire, mais là maintenant, avec l'apport de David tout à l'heure, ça vous semble évident, il faut pas s'attendre à ce que l'apport de fourrage puisse compenser totalement la restriction alimentaire. Voilà, il va y avoir une restriction qui va être seulement partielle. Donc plus on va se dire, je veux économiser de l'aliment concentré, plus il faut accepter qu'on va avoir un impact sur la vitesse de croissance. Et puis, d'autre part, l'âge est très important aussi parce que la capacité des porcs à valoriser les fourrages, elle va augmenter au fur et à mesure de leur croissance. Et au final, on va avoir un apport de fourrage qui sera mieux valorisé, plus efficace si on vise des porcs plus lourds, plus âgés, donc plutôt la phase de finition. Ouais. Donc, ça nous amène à des préconisations hein, pour une bonne valorisation de nos fourrages. Donc, premier point, comme l'a rappelé Clémence, des fourrages de bonne qualité. Donc, attention à la conservation, aux trous, aux moisissures et autres. Des fourrages plutôt distribués quotidiennement en petite quantité, donc régulièrement pour maintenir un fourrage bien frais qui va maximiser l'appétence et vraisemblablement aussi la valeur alimentaire. Autre point, donc le rationnement alimentaire qu'on fait à côté, il doit être adapté à l'objectif de GMQ de l'éleveur. On a bien vu chez Maxime, là le choix était très clair, il voulait pas pénaliser ses performances, donc voilà, il n'a pas voulu aller trop bas dans le rationnement alimentaire. Chez Karl, à l'inverse, on était prêt à accepter une augmentation de la durée d'engraissement et l'objectif c'était vraiment de faire des économies d'aliments concentrés. Donc voilà, donc en fonction de l'objectif de l'éleveur, il faut piloter ce rationnement. Et puis l'apport de fourrage, il faut plutôt le cibler sur les porcs plus lourds, donc plutôt en période de finition. Donc ça semble assez peu judicieux de démarrer à rationner des animaux en leur donnant du fourrage dès le stade croissance par exemple, parce qu'ils vont très peu pouvoir en tirer parti. Les conclusions, donc, c'est que l'apport de fourrage grossier aux porcs charcutiers, c'est une pratique qui semble accessible à un grand nombre d'éleveurs, parce que là on avait des panels d'élevage assez variés. Sous deux conditions quand même. Donc la première condition, ça va être d'acquérir un nouveau savoir-faire autour de la conduite des cultures, de la récolte, de la conservation, de la distribution de ces fourrages.
Donc là, pour les éleveurs qui ont des bovins, c'est peut-être plus facile, mais pour des éleveurs qui n'ont qu'un atelier porc, c'est vraiment des nouveaux savoir-faire. Hein. Ça s'improvise pas. Et si on veut avoir vraiment des fourrages de bonne qualité, c'est très important. Il va falloir se former, s'équiper, voilà, être capable de bien gérer ces fourrages. Et d'autre part, donc l'autre condition, c'est de bien adapter notre rationnement alimentaire en fonction des objectifs de performance d'élevage, en gardant à l'esprit que la compensation, elle ne sera que partielle. C'est illusoire de penser qu'on va remplacer de l'aliment concentré par du fourrage, même de très bonne qualité. Voilà. Donc, il faut garder cette condition-là. En termes de perspective, donc, on va poursuivre l'analyse des données de ces différents essais, donc, sur la partie valeur alimentaire des fourrages. Donc là, on a fait des analyses biochimiques classiques en labo, mais grâce aux nombreux éclairages que nous a apporté David, on va essayer au mieux d'estimer leur valeur alimentaire. On aura aussi une analyse des données sur le temps de travail que nécessitent ces pratiques et sur les coûts engendrés par ces pratiques. L'objectif, c'est de réaliser à la fin une analyse multicritère de ces pratiques sous l'angle à la fois économique, sociétal et environnemental. Et donc après de diffuser donc les résultats complets de ces travaux donc au printemps 2024 sous forme de différents livrables. Donc il y aura des fiches de synthèse et il y aura également des petites vidéos qui sont en préparation, voilà, qui devraient être assez sympas. Est-ce que vous avez des questions ?